de ce sujet. Merci Andrea. Donc Stéphane Perret avec Nabil, donc qui va aussi donner effectivement après le relais, effectivement mettre quelques mots d'introduction par rapport à sa présentation. Donc on est sur le deuxième projet intégré, assistance et santé. Donc celui-ci est stabilisé sur son intitulé, on va dire depuis 2016, depuis effectivement qu'on anime avec Nabil ce projet intégré. Depuis 2011, ce projet intégré a aussi subi pas mal de transformations, notamment sur son intitulé, mais aussi son périmètre. Ce qu'il faut retenir depuis 2011, tout simplement, il est ici en lien direct avec NUMEV. On est sur les solutions numériques et matérielles, non pas pour l'environnement, mais davantage ici pour le vivant, du côté de la santé de la personne. Alors on va vous présenter ici en substance un petit peu on va dire les derniers 12 mois, un petit peu des différents travaux qui ont pu être menés. Ce sont des travaux de recherche basés sur 2 thèses qui sont en train de se finaliser. Et vous verrez à l'occasion de ces journées effectivement scientifiques de NUMEV, davantage des travaux portés depuis, on va dire, 1 an sur de la formation. Donc vous aurez déjà Nabil qui va vous exposer les différents travaux de formation réalisés au sein de la nouvelle faculté de médecine sur la robotique chirurgicale. Mais vous aurez aussi des présentations de formation tout à l'heure, un petit peu plus tard, sur les heures donc, de la pause déjeuner. Alors, juste vous resituer sur une seule diapositive ici, donc les grands axes, les objectifs effectivement donc, de ce projet intégré assistance et santé. Donc, un petit peu à l'image de ce qu'on vient d'entendre sur l'environnement, on est ici positionné sur la possibilité de pouvoir offrir des solutions technologiques, notamment dans le domaine de la prévention de la santé, les innovations technologiques pour aider les professionnels de la santé, dit autrement, donc les collègues cliniciens, notamment au sein des différents hôpitaux universitaires, donc ici dans le périmètre montpelliérain. L'objectif étant de quantifier, de mesurer de manière assez objective donc différentes formes de mouvement, l'état clinique de la santé de la personne sur différentes formes, et notamment après pouvoir exploiter ces différents marqueurs, en tout cas biologiques, dans des contextes de programmes de rééducation, avec, en tout cas, du moins en synergie avec les collègues praticiens. Alors vous avez des positionnements sur différentes, on va dire, pathologies, notamment les pathologies chroniques, mais pas exclusivement. Donc vous verrez tout à l'heure qu'avec les différents travaux proposés par Nabil, il y a aussi d'autres formes de pathologies, d'autres interactions, en tout cas avec le milieu médical, qui sont proposées. Au-delà, et c'est en lien direct avec le travail qui va suivre, que je vais vous exposer sur une diapositive, c'est d'aller, en tout cas, investiguer ici la plasticité cérébrale, notamment en lien, une fois encore, avec les neurochirurgiens, je pense au professeur Hugues Dufaux, sur la plasticité cérébrale, donc en tout cas des réseaux sensorimoteurs, et faire le lien tout simplement entre le cerveau et le comportement, et si possible dans des contextes proches, on va dire, de chirurgie éveillée. Je pense aux travaux, en tout cas pionniers du professeur Hugues Dufaux dans ce domaine, pour tout simplement essayer de mieux comprendre les interactions au niveau donc, du cerveau, et notamment par rapport au comportement purement observable à travers le mouvement. Donc des méthodes de neuroimagerie qui nécessitent en tout cas des traitements mathématiques, mais aussi effectivement des investigations par rapport à des connaissances en physique, sont ici donc mise en synergie dans les différents projets, et de la modélisation, bien évidemment, qui est aussi nécessaire en complément de l'approche purement expérimentale. Et pour finir, l'objectif, c'est de pouvoir, on est sur un projet intégré, donc c'est de pouvoir proposer des solutions, en tout cas d'aider et d'assister, c'est l'intitulé, en tout cas qui le propose, donc de guider, si possible, les professionnels de la santé sur différentes formes, en tout cas avec des dispositifs robotisés. Nabil vous en exposera tout à l'heure quelques éléments. Alors 2 projets que je voudrais resituer ici qui sont en train de se terminer. Ce projet, si vous voulez avoir plus de renseignements, il est exposé dans les posters. Donc vous aurez effectivement le loisir un petit peu de questionner ici donc l'étudiant Benoît Sijaubert avec effectivement l'équipe Camine au sein donc, du LIRM qui se propose en tout cas d'apporter des nouvelles ici solutions, notamment aux cliniciens. Et la cible ici qui est visée, c'est les sujets parkinsoniens. C'est de pouvoir tout simplement restaurer la fonction locomotrice, notamment chez les personnes qui ont tendance donc, à ce qu'on dit friser, c'est-à-dire d'avoir un mouvement complètement altéré qui va être bloquant et qui va les empêcher tout simplement d'avoir ici une certaine autonomie de déplacement. Alors comment s'y prendre? Tout simplement, c'est l'idée de pouvoir détecter ici donc, différentes formes de mouvement, notamment le contact talon avec le sol, qui peut générer donc une forme de signal, un trigger, directement sur différentes formes de stimulation électrique fonctionnelle pour pouvoir rééduquer, si possible, en tout cas ici une forme de marche, un patron locomoteur. Et les résultats sont assez intéressants car en exploitant ce dispositif miniaturisé et embarqué, dans les résultats pionniers proposés donc en 2017 par Benoît Sijaubert, on peut s'apercevoir que par rapport à une condition contrôle, vous avez donc ici une condition de stimulation et ensuite en supprimant les effets d'apprentissage, il y avait une décroissance tout simplement de l'ordre
12% des phénomènes justement de freezing, c'est-à-dire de blocage apportés par le mouvement chez ces différents sujets parkinsoniens, et surtout 20% de gains sur des performances purement fonctionnelles, c'est-à-dire de pouvoir réaliser quelques mètres supplémentaires. Deuxième projet que je voudrais ici exposer en termes un petit peu de bilan, qui est en cours, c'est les travaux portés par Antoine Boyer, également donc, au sein du LIRM, où l'objectif est de pouvoir avoir recours à aussi une approche multimodale que j'ai entendue tout à l'heure. Alors ici, c'est porté sur la neuroimagerie. Alors, ça dépend des projets. Donc, ça peut être effectivement l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle ou l'électroencéphalographie dit EEG. Donc, les résultats de l'étude que je voudrais ici donc présenter, vraiment des résultats flash, donc, qui viennent d'être publiés donc, dans cette revue par Antoine, c'est tout simplement d'avoir pu mesurer chez 8 sujets, je crois, contrôle, comparativement à 5 personnes qui ont présenté tout simplement des tumeurs de bas grade. Vous voyez ici les relevés électroencéphalographiques où on peut observer une décomposition fréquentielle, en tout cas dans le signal électroencéphalographique, notamment pour des personnes qui ont eu cette chirurgie éveillée. Donc on leur a enlevé tout simplement une partie du cerveau, notamment une partie sur le lobe frontal. Vous pouvez vous apercevoir que ça va désorganiser complètement, en tout cas la balance interhémisphérique au niveau donc, des tracés encéphalographiques. Donc il y a beaucoup plus de tracés dans la publication, sans pour autant modifier la partie comportementale. On demandait à ces personnes, après la chirurgie éveillée, tout simplement de mettre en place donc, une forme de stimulation, stimulus-réponse. Vous avez une stimulation visuelle, vous devez répondre. Et on a ici les signatures directement sur la partie prémotrice. Donc ça sous-entend qu'il est nécessaire de se préoccuper pour ces personnes, en tout cas de leur évaluation par un tracé électroencéphalographique, et de ne pas toujours inférer sur ces tracés encéphalographiques, on va dire, une réponse purement cognitive, car ici ça traduit complètement autre chose. En tout cas, c'est les conclusions de ce travail. Alors sur la partie formation, donc comme j'ai dit tout à l'heure il y a quelques minutes, donc on a effectivement avec Nabil mené pas mal ici d'actions sur la formation. Donc 3 d'entre elles vous seront proposées aujourd'hui, effectivement dans les 2 heures qui arrivent. Donc je vais laisser la parole à Nabil pour vous faire un état des lieux, effectivement des projets qui sont portés actuellement sur la nouvelle faculté de médecine, avec le laboratoire, en tout cas que tu pilotes depuis bientôt une année, voire plus, et notamment les différents projets qui sont réalisés sur la robotique chirurgicale. Merci Stéphane. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter quelques projets qui sont en lien avec la robotique chirurgicale qui ont été conduits à la nouvelle faculté de médecine. Donc, avant cela, tout d'abord, je vais vous présenter notre équipe très rapidement. Donc, on est 5 permanents, vous comprendrez pourquoi après. 3 ingénieurs de recherche, 2 partagés, dont un qui a été financé par lui-même, qui dans le contrat se termine bientôt, un postdoc, 6 thésards, et on reçoit dans l'équipe principalement des masters qui sont des internes de médecine ou praticiens hospitaliers dans l'équipe pour faire leur master, leur stage de master. Donc qu'est-ce qu'on fait dans l'équipe? On fait de la robotique chirurgicale pour la manipulation fine et sécurisée. On travaille beaucoup du point de vue conception dédiée des cinématiques sécurisées. On a des applications de modélisation des interactions entre les tissus et les instruments et les surfaces déformables. On travaille aussi beaucoup du point de vue contrôle de ces dispositifs-là, mais avec un objectif constant, donc cette partie-là qui est la plus importante, qui est de valider tous nos développements en expérimental d'abord en laboratoire, en clinique, bien sûr, grâce à la faculté de médecine aujourd'hui, des validations précliniques comme on va voir tout à l'heure, avec un objectif constant de transfert vers le clinique, c'est-à-dire vers le patient et vers l'industrie. Donc, tout d'abord, où est-ce qu'on est situé? Donc, le LIRM se situe sur le campus Saint-Priest. Donc, notre groupe a déménagé, enfin partiellement, à la nouvelle faculté de médecine, donc depuis octobre dernier, qui se situe bien sûr à côté de ce qu'on appelle le campus santé, vraiment à proximité très proche des hôpitaux.
Donc nous, on se situe au 4e étage de la nouvelle faculté de médecine où on a nos bureaux et on profite aussi des équipements, ce que j'ai appelé tout à l'heure les facilities de la nouvelle faculté de médecine. Donc qu'est-ce qu'on y fait? Donc on développe tout ce qui est recherche translationnelle pour les applications de robotique chirurgicale dédiées à l'assistance aux médecins et à l'assistance à la personne et aussi à l'entraînement et l'apprentissage du geste. Donc on participe dans ce sens-là sur 2 volets. Volet équipement, c'est-à-dire on a des plateformes de téléchirurgie, principalement le robot Raven, c'est une réplique du robot Da Vinci, mais pour faire du développement de laboratoire, d'une station ultrason, un simulateur de robot Da Vinci, des localisateurs, ainsi de suite. Donc, c'est des équipements qui ont été financés par la région, le CNRS, l'UM, l'Equipex, et ainsi de suite. Mais un volet très important qui complète cette plateforme-là, c'est le support ingénieur de recherche qui a été financé par l'UMEP, et en la présence ici de Guillaume Esch, donc c'est Guillaume qui se trouve ici. Dans la mission, c'est le développement de ces plateformes-là, mais aussi l'encadrement technique des étudiants et des projets. Donc, qu'est-ce qui se trouve au 4e, le fameux 4e étage de la nouvelle faculté de médecine? Donc, il y a un espace de simulation haute fidélité. Ce qu'ils appellent haute fidélité, c'est tout ce qui est mannequin instrumenté avec des capteurs et robotisé. Donc, on peut les voir ici. Donc, on peut y avoir accès, nous, ou vous, à travers nous. Donc, par exemple, une salle de réanimation d'urgence, la salle d'accouchement, une salle de réanimation pédiatrique néonatale. Et toutes ces salles-là sont interconnectées pour faire du débriefing et du briefing et du débriefing. Il y a une deuxième salle qui est la plus importante de cet étage-là. C'est une salle d'endoscopie et de chirurgie. Donc, ils mettent dedans 6 postes de travail, c'est des répliques de salles de chirurgie avec des colonnes d'endoscopie. On y trouve un simulateur en réalité augmentée, ce qui s'appelle le LabSim, c'est pour de la simulation de célioscopie en complément à notre simulateur, nous, qui est plutôt pour faire de la robotique. Celui-là, c'est pour faire de la célioscopie classique. On y trouve aussi des simulateurs synthétiques, ce qu'on appelle, nous, des hardware, c'est-à-dire des simulateurs comme ici d'arthroscopie ou l'apparotraîneur pour faire des gestes d'endoscopie ou de suture et autres. Il y a aussi un laboratoire de microchirurgie avec 3 postes de travail, donc dans lequel on trouve 3 microscopes qui sont aussi connectés au système de visio et autres. Et la partie la plus importante, en fait, pour nous principalement et pour le transfert vers le clinique, c'est le laboratoire d'anatomie dans lequel on trouve 8 postes de travail. Donc c'est des tables comme ceci pour faire de la dissection et de l'apprentissage sur des cadavres. Donc pour nous, on en a profiter principalement de cette partie-là parce que ça nous facilite la réalisation des essais cliniques, comme on le verra ici, et à travers les projets que je vais vous présenter plus tard. Alors, un des premiers projets qui a commencé certes avant notre déménagement à la fac de médecine, qui concerne la chirurgie urologique. Pourquoi je l'ai choisi? Parce qu'il montre bien l'articulation entre laboratoire de recherche industriel, CHU et faculté de médecine. Donc ça, c'est vraiment un projet qu'on a conduit du début à la fin avec transfert vers l'industriel. Donc ce projet concerne la chirurgie urologique, donc l'assistance robotisée aux gestes d'urétéroscopie flexible avec une partie compensation des mouvements physiologiques et je vais vous expliquer là tout de suite. Alors tout d'abord, qu'est-ce que l'urétéroscopie flexible? Donc, vous connaissez tous les calculs rénaux et les coliques néphrétiques, donc voilà, vous avez peut-être tous entendu parler de ça. Le problème médical, c'est l'existence de calculs rénaux, de cailloux au fait, dans le rein qui malheureusement à un certain moment deviennent grands, ils viennent obstruer l'urtère qui se trouve, le canal qui se trouve ici, et ça va créer des douleurs insupportables, croyez-moi. Et du coup, ça obstrue, donc l'urine ne peut plus sortir, donc ça crée une pression énorme et donc douleur, urgence et ainsi de suite. Donc c'est pour moi le mal du siècle, surtout ici dans le sud de Montpellier où il fait, dans le sud de la France, il fait chaud, on ne boit pas beaucoup et depuis 10 ans, on a une augmentation de cette pathologie-là de plus de 127%. Alors, pour y remédier, il y a plein de techniques. La technique la plus simple à utiliser, ce qu'on appelle l'urétéroscopie flexible, c'est l'insertion par les voies naturelles, c'est-à-dire l'urtère ou le vagin, d'une caméra très petite, donc très petit diamètre, pour aller accéder au rein, comme on le voit ici, pour aller voir ce calcul-là, enfin ce petit caillou-là, et aller le fragmenter en utilisant un laser. Donc
ça c'est le schéma de principe. La salle de chirurgie ressemble à ça. Donc le chirurgien est ici. Il manipule le rétéroscope flexible. Il regarde sur son écran. Qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde cette partie-là. Donc un retour vidéo 2D dans lequel c'est vraiment comme un jeu vidéo. Donc les mouvements sont très petits, mais ils sont très amplifiés ici. Donc là, on voit les petits canaux, enfin les petits espaces ici, ce qu'on appelle les calices du rein. Et le chirurgien doit aller naviguer dedans, localiser les calculs, aller les repositionner à un endroit et leur tirer dessus avec le laser. Donc le problème de cette navigation-là, c'est qu'on s'y perd très facilement. Donc il y a plusieurs calices, chaque patient a un nombre de calices différents. Le calcul, on ne peut pas le voir. Des fois, on peut s'aider à travers un scanner, un fluoroscan, mais c'est du 2D, donc c'est assez compliqué. Qu'est-ce qu'on fait du coup? On injecte un produit de contraste qui va nous permettre de voir ce qui se trouve dedans. Et comme vous le voyez ici, on navigue dans un environnement qui est très 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 perturbé. Donc il y a des particules, il y a un fluide visqueux, c'est le produit scanner. Et une fois qu'on a réussi à tout faire, on a localisé le calcul. Là, on insère une fibre laser vers ce qu'on appelle un canal opérateur. Et vous voyez ces petits mouvements-là de battement, c'est vraiment les mouvements de battement cardiaque qui sont très petits au niveau du rein, mais on les voit très amplifiés ici. Donc aller tirer sur quelque chose qui bouge est assez compliqué. Donc ce qu'on a proposé avec le CHU de Nîmes dans un projet de collaboration, c'est de résoudre ces problèmes-là. Donc on voit bien que c'est des problèmes. Donc on manipule un instrument flexible, c'est de la micro-manipulation, il y a des mouvements physiologiques. La qualité de vidéo est pas correcte et on navigue très difficilement dans ces canaux. Donc ça implique une fatigue, une charge cognitive importante pour le chirurgien. Donc ce qu'on a proposé, c'est de développer un système robotisé qui porte cet endoscope-là et qui peut compenser les mouvements physiologiques. Donc ça, c'est vraiment un schéma de principe. Donc un système téléopérable qui est téléopérable avec des joysticks ici, qui va faire bouger ça. Donc je n'ai pas le droit au fait de vous montrer le dispositif final. C'est pour ça que j'ai mis confidentiel. Donc ce qu'on a développé du point de vue verrou scientifique, c'est l'algorithme de compensation des mouvements physiologiques. C'est simple. Donc l'idée, c'est à travers une image de très très faible qualité, essayer de stabiliser cette image-là et trouver ce mouvement-là. Donc le projet a commencé en 2015. Un an plus tard, on a réalisé le robot. On a fait les premiers tests sur cochons à l'ancienne faculté de médecine. Un an et demi plus tard, on a fait nos premiers essais cadavres à Nîmes avec Armand Chavreau qui se trouve ici. On a obtenu le marquage CE du robot en mai dernier, c'est-à-dire en 2018, et la fac de médecine intervient ici. Donc on a réalisé 2 essais cadavres à la suite, donc en octobre dernier, avec le professeur Stéphane Droupi. Donc le dispositif, encore une fois, désolé, je ne peux pas vous le montrer, mais j'espère que vous le verrez bientôt, ou pas, à l'hôpital. Donc, voilà, vous avez compris le message. Donc, ça, c'était le premier projet. Donc, vous voyez un petit peu l'articulation, donc laboratoire de recherche, faculté de médecine, hôpital, et l'industriel. Donc, deuxième gros projet qui a aussi débuté en 2014 avec plusieurs internes qui sont passés au laboratoire. Il y a une thèse financée par l'ABEX Camille, qui est Jun Chen, qui travaille sur ce projet-là. Et ce projet concerne en fait l'assistance aux gestes de résection tumorale par réalité augmentée. Donc, pour la chirurgie ORL, la chirurgie digestive. Donc, on a eu beaucoup de financement par des fondations, dont vous verrez l'effet levier à la fin de ces travaux-là. Donc, le contexte, c'est, donc je vais essayer d'y aller rapidement, c'est la résection de la tumeur de la base de langue. Donc, la langue, c'est ici, la tumeur, enfin la base de langue, c'est tout ce qui se trouve profond au niveau de la langue ici. Donc la tumeur de base de langue représente à peu près 20% des cancers de l'oropharynx, donc ils représentent eux 15 à 20% de tout ce qui est cancer aéro-digestif. Le problème, c'est que c'est une incidence croissante. Pourquoi? Tabac, alcool et le HPV. Et pourquoi c'est très gênant? Parce que la base de langue, c'est une langue fonctionnelle majeure pour la déglutition. Elle n'est pas facilement accessible, donc elle se trouve au fond de la gorge quasiment, et elle a une surface irrégulière. Donc la chirurgie classique, c'est la chirurgie ouverte, donc désolé pour les photos. Donc l'idée, c'est d'ouvrir complètement la mandibule et d'y accéder. Comme vous pouvez l'imaginer, c'est très morbide et très handicapant pour le patient.
La nouvelle chirurgie, enfin l'approche, c'est l'approche robotisée, ce qu'on appelle la transoral robotic surgery. L'idée, c'est d'utiliser le robot Da Vinci avec des instruments lents et articulés qui permettent d'accéder à cette zone-là qui est difficilement accessible avec des instruments classiques comme ici. Donc, les études ont montré que cette technique-là avait une efficacité carcinologique meilleure, elle réduit la morbidité et elle améliore les suites fonctionnelles pour le patient, c'est-à-dire on peut, par rapport à ça, c'est clair que le patient sort très rapidement du bloc opératoire et récupère plus facilement. Le gros inconvénient de cette chirurgie robotisée, c'est qu'on n'a plus de retour tactile, c'est-à-dire à travers le robot Da Vinci, à travers les outils de téléopération, on ne peut plus sentir ce qu'on fait au niveau de nos mains. C'est-à-dire qu'on ne peut plus palper à la main où se trouve cette tumeur-là. D'autant plus quand on est avec une caméra zoomée comme ici, donc on installe le patient et le robot, donc on ne peut plus différencier entre les tissus sains et les tissus tumorés. Donc visuellement, la nature de la langue est assez compliquée, donc on ne peut pas voir les deux. On pourrait céder de l'imagerie IRM préopératoire, mais comme vous le voyez ici, et surtout sur cette photo-là, l'IRM préopératoire est prise bouche fermée, comme on le voit ici, et le jour de l'opération, on installe ce qu'on appelle un écarteur et un abaisse-langue, donc la langue est aplatie, totalement déformée, donc il y a une grosse différence entre positionnement préopératoire et péropératoire. Donc, la solution qu'on propose, on peut l'imaginer, c'est utiliser de la réalité augmentée pour montrer au chirurgien sur sa caméra où se trouve la tumeur. Donc, ce qu'on a développé dans ce travail de thèse, master et plusieurs masters, principalement internes en médecine et chefs de clinique, c'est développer ce qu'on appelait un framework, une plateforme de réalité augmentée qui est basée sur de l'ultrason. Donc, plusieurs études, et on l'a montré aussi, en mettant une sonde ultrason au niveau de la gorge ici, il était possible de voir cette tumeur-là. Je simplifie, je fais des raccourcis, même si le travail scientifique est énorme, 3 ans de thèse, 3 ans et demi, on n'a pas encore fini, c'est de trouver la tumeur, la segmenter, la modéliser, la projeter dans l'image caméra. Donc problématique, segmentation, reconnaissance de la tumeur, recalage, calibrer tous les dispositifs. Donc il y a des verrous scientifiques et technologiques très lourds à gérer. Ce qui a été validé jusqu'à ce jour, donc toute cette technique-là a été validée en laboratoire et on est en train de travailler sur le transfert vers le clinique sur cette partie-là. Désolé, en fait, la vidéo, je l'ai accélérée pour gagner du temps. Donc, on a fait un test en laboratoire. On a comparé la chirurgie classique avec la chirurgie en réalité augmentée. On a réalisé un fantôme avec une tumeur dedans. Et on a demandé aux chirurgiens, c'est-à-dire les TESA, comme vous le savez tous, c'est eux qui travaillent, pour délimiter où se trouve la tumeur juste avec la palpation. Et on a utilisé, nous, la sonde d'ultrason pour reconstruire en 3D la tumeur, la projeter dans le casque, et on a comparé les deux résultats. Donc là, à travers cette image-là, on voit bien que le ground truth est ici, c'est-à-dire la vraie tumeur qui est ici un triangle. Quand on utilise uniquement la palpation, c'est ce qui se fait au bloc opératoire. Au fait, c'est on palpe à la main et on met dans notre cerveau où se trouve cette tumeur et on va l'opérer. Donc, il y a sûrement un décalage et on l'a montré ici. Et avec la réalité augmentée, il est clair qu'on opère mieux avec la réalité augmentée que sans réalité augmentée. La suite de ce travail, donc on est en train d'implémenter tout ça sur une plateforme plutôt médicale. On va la valider sur un fantôme qui est ici une base de langue animale et on va passer ensuite à des tests à travers une autre thèse sur des tests sur patients. On a développé en parallèle à ce travail-là une palpation, non pas élastographie par basée ultrason, mais basée mesure de force classique. Donc je vous le montre très rapidement. Donc on a réalisé un instrument ici, instrumenté avec un capteur de force et un tracker de position, qui est facilement, je vous le montrerai après, insérable dans la bouche du patient, qui permet d'aller remplacer le doigt du chirurgien. Donc là, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Malheureusement non. Donc au fur et à mesure qu'on va palper, c'est vraiment exactement ce que fait le chirurgien avec sa main, en utilisant cet instrument-là. Malheureusement, donc on ne voit rien, mais sur cette photo-là, on reprojette sur le casque du chirurgien où se trouve cette tumeur-là. Donc on le voit mieux sur les écrans, malheureusement ici, que sur ça. Donc on voit au fait une reconstruction de map élastographique en temps réel.
Donc, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On en est à transférer tout ce travail-là sur patient, et on a fait aussi des tests lors d'une panendoscopie avec mesure de force, avec cet instrument-là qu'on a développé. Et grâce à tous ces travaux-là, donc un effet levier direct, on a démarré un nouveau projet qui s'appelle Tactile, qui a été financé par l'ICIT Muse dans la suite de cette perspective. Deuxième grosse partie de ce travail-là, donc c'est exactement les mêmes problématiques, mais pour la chirurgie du rectum. Donc ça représente à peu près 15 000 cas par an. La chirurgie du rectum est un petit peu différente parce que quand on a une tumeur au niveau du rectum, imaginez qu'elle se trouve ici, on ne veut pas l'opérer par l'anus ou par le rectum, on va l'opérer par une voie abdominale classique, c'est-à-dire on va utiliser toujours le robot da Vinci par voie mini-invasive au niveau de l'abdomen. Et ce problème, cette solution-là, donc elle améliore les suites cliniques pour le patient, mais ça ne nous permet pas de voir en direct cette tumeur-là. Donc encore une fois, comment on fait? La palpation est toujours là, ce qu'on appelle le toucher rectal en direct au bloc opératoire. Donc le chirurgien est en train d'opérer par voie abdominale. Il va demander à son assistant de faire un toucher rectal pour essayer de trouver où est la tumeur. Donc il va voir le rectum se déformer, lui dire « Oui, tu vois, c'est ici que je vois la tumeur ». Donc en assistant à cette chirurgie-là, on a dit « C'est exceptionnel que ça marche comme ça ». Les chirurgiens sont exceptionnellement forts pour essayer de reconstruire, de se retrouver dans l'espace. Nous, personnellement, je ne le pourrais pas. Donc, qu'est-ce qu'on a proposé au même type qu'avant? D'utiliser une sonde d'ultrason endorectale comme ceci. Les études ont montré qu'on peut voir la tumeur, donc exactement la même procédure qu'avant. Réalité augmentée, on localise la tumeur, on la projette sur le casque de retour 3D du chirurgien. Donc les premiers travaux qu'on a fait, c'est on a récupéré une sonde de 2D classique ultrasonore, et grâce à Guillaume H, donc l'ingénieur lui-même qui a travaillé sur ce projet-là, on a réalisé une sonde 3D motorisée à partir d'une sonde de 2D. Donc, parce qu'une sonde de 3D motorisée, on a fait le devis par BK, c'était 35 000 € rien que la sonde. Donc du coup, on a préféré la développer nous-mêmes, développer ce système-là. Et on a monté un protocole de test sur un fantôme qui imite le rectum, dans lequel on a mis la même chose, un espèce de triangle. Moyennant tout notre framework de réalité augmentée, donc le protocole était le suivant, donc montrer les limites tumorales au chirurgien, c'est Christophe Taum, donc le chirurgien, l'interne en chirurgie digestive. On lui a demandé de tracer les contours tumoraux montrés par notre réalité augmentée. On voit quand même qu'il y a un petit décalage dû à la plateforme, mais on lui a montré aussi quelles étaient les marges de résection. En général, ça je ne vous l'ai pas dit, on prend toujours 1 cm plus loin que la tumeur pour garder de la marge. Donc là, le résultat qu'on a fait ici en fantôme, donc là, il a coupé au niveau la limite vraiment tumorale, plus 1 cm plus loin. On a extrait cette partie-là et on a vérifié qu'on a à peu près entre 8 à 1 cm de marge de résection tumorale qui était très acceptable du point de vue clinique. La suite de ce travail, donc, on a motivé Christophe Taum à faire une thèse, donc il vient de s'inscrire en thèse avec nous au LIRM. Il va continuer ce travail-là sur le robot Raven dans un premier temps et ensuite pour faire un transfert vers le clinique avec Val d'Orel. Donc voici un petit peu les projets en cours qui ont débuté, qui sont en cours sur la fin. Et je vais vous présenter, mais cette fois-ci très rapidement, les projets. Vous comprenez que c'est grâce à tout ce qui est fait avant, donc on a obtenu les nouveaux projets. Les nouveaux projets qui ont débuté juste en octobre, donc il y a un projet qu'on appelle Optifusion. En français, tout simplement, c'est guidage d'usage de chirurgical pour la pose d'implants cochléaires par fusion d'images CT et US. Donc c'est un projet porté du point de vue CHU par le professeur Frédéric Venaille du CHU de Montpellier. Et ce projet a été financé par la Fondation Agir pour l'audition pour à peu près 280 000 €. Donc, je vais y aller rapidement. Donc, la pose d'une prothèse auditive, c'est-à-dire un implant cochléaire, comment ça se fait? Donc, la vidéo tourne juste pour vous expliquer comment ça marche. La prothèse auditive, c'est quoi? C'est un microphone, je simplifie en langage ingénieur. C'est un microphone qu'on met à l'extérieur ici. Et on injecte, on transforme le signal acquis par ce microphone-là à travers des électrodes, c'est-à-dire un instrument qui est ici flexible, qu'on doit faire rentrer au niveau de la cochlée.
Le problème, c'est que cette insertion-là se fait d'une manière aveugle. Donc, on doit faire une voie d'abord au niveau de mastoïde qui se trouve ici. C'est cet os-là, donc on doit le percer. Donc, d'abord, préparer cette voie d'abord-là. Et une fois qu'elle a été préparée, je laisse les vidéos tourner, c'est-à-dire un fraisage sous contrôle microscopique et CT. Une fois qu'on a réussi à atteindre ce qu'on appelle la fenêtre ronde, on va prendre l'électrode, vous voyez comme c'est vraiment de la microchirurgie, et essayer de l'insérer dans la cochlée. La cochlée, c'est une espèce de coquillage rond que je vous montrerai plus tard. Et il faut que l'électrode passe dans le bon canal. Donc c'est assez compliqué de le faire comme ceci à l'aveugle. L'inconvénient de le faire comme ci à l'aveugle, donc même encore une fois, les chirurgiens sont très bons, ils s'entraînent pour réussir à faire ça, mais on a quelques cas où l'électrode passe de la scala tympani à la scala vestibula, c'est-à-dire d'un canal où il fallait qu'elle passe à un autre canal où il ne faut pas qu'elle passe, et elle peut perforer ce qu'on appelle la membrane basilaire, donc qui va créer plus de pertes auditives que d'amélioration. Donc on a un problème de positionnement dans l'espace, de gestion de la profondeur. Donc on peut comprendre qu'on a besoin d'un outil de navigation temps réel de cette électrode-là pour voir exactement où est-ce qu'on va. La solution qu'on a proposée dans ce projet, c'est de faire de la fusion d'images entre un scanner CT préopératoire avec de l'ultrason péropératoire, mais les sondes pour l'oreille n'existent pas, donc on est en train de sous-traiter avec la société Vermont une fabrication d'une sonde dédiée qui fait 4 mm de diamètre, et le projet vient de commencer, donc on n'a pas encore des résultats, mais tout ce travail a été... on a fait une preuve de concept en 2015 avec les travaux de M. Akari, Dr Mohamed Akari, qui était le porteur aussi de ce projet-là, où on a fait une fusion d'images entre scanner et ultrason. On a réussi à faire du recalage entre les deux, mais pas avec des sondes dédiées. Donc, d'autres projets qui viennent de commencer, donc là je ne donnerai pas beaucoup de détails, encore une fois, donc ils ont un grand potentiel de transfert industriel. Donc je ne détaillerai pas cette partie-là. Donc il y a un premier projet donc, en chirurgie maxillofaciale. Donc il y a un projet qui a commencé, donc je vous renvoie au poster qui est présenté en bas que Guillaume va vous présenter. C'est le repositionnement de l'os zygomatique par robot. Donc l'idée, quand on a un traumatisme au niveau de la face, l'idée c'est de repositionner cet os-là, non plus à la main avec ce qu'on appelle un crochet de ginseng, mais avec un robot. Deuxième projet, c'est toujours dans le cas de la CMF, donc c'est l'ostéotomie pour la conformation fibulaire pour la reconstruction de la mandibule. Pour faire simple, sur des patients qui ont des tumeurs, donc la tumeur a bouffé entre guillemets la mandibule, l'idée c'est de réparer, faire de la chirurgie esthétique entre guillemets, à partir de la fibula. La fibula c'est l'os péroné. Donc l'os péroné est un os droit, l'idée c'est de le découper pour le conformer au niveau de la mandibule. Donc c'est une chirurgie qui se fait classiquement. Nous on va proposer de faire de l'assistance robotisée par ça. Donc il y a Dr Marie Deboutré qui est PH, qui est porteur de ce projet-là, qui est maintenant membre de notre laboratoire en tant que chercheur associé. Dernier exemple très rapidement, donc il y a un autre interne, donc Master SNS qui a commencé son travail sur la chirurgie orthopédique mais de l'épaule. On est en train de travailler sur l'étude de faisabilité, le développement d'une méthode innovante pour le guidage chirurgical pour la préformation de la scapula par réalité augmentée. En fait, le principe, c'est où est-ce qu'il faut percer, encore une fois. On utilise la navigation, mais l'idéal, c'est de voir en réalité augmentée où est-ce qu'on va. Donc, je m'arrête là pour les projets en cours. La petite conclusion, c'est que depuis qu'on est à la fac de médecine, donc, il y a eu un renforcement du partenariat énorme entre le LIRM, donc NUMEV, et la nouvelle faculté de médecine. On a développé des nouvelles thématiques de recherche qu'on ne connaissait pas, enfin qu'on n'avait pas avant. Et on voit qu'il y a une présence d'un ingénieur à temps plein qui est souhaité pour le développement et l'encadrement. Donc on ne peut plus avancer sans présence d'un ingénieur. C'est pour ça qu'on avait demandé à NUMEV le financement. Donc ça facilite les essais précliniques. Donc on a intégré dans nos équipes les cliniciens. On a à peu près 2 internes chefs de clinique par an. On les forme à faire de nouvelles technologies.
on a réussi à les inscrire en thèse, on les accueille au niveau du laboratoire. Et l'effet levier, c'est le financement qu'on ne pouvait pas avoir autre que cette collaboration-là, via les fondations. Donc vous pouvez voir les chiffres qui ne sont pas négligeables. Via un ANR, on peut pas même pas... on peut avoir à peu près la moitié de ça. Et aussi l'effet levier au niveau de l'ICIT NUMEF. Donc voilà, merci pour votre attention. Donc je remercie toutes les personnes qui ont travaillé sur ça. Merci beaucoup Nabil. J'ai mal nulle part, tout va bien. Voilà. Bon, enfin, c'est effectivement fort impressionnant. Donc je pense que ça peut susciter quelques questions. Oui, Andrea. C'est une question, une curiosité, mais je ne sais pas si vous arrivez à estimer cet aspect. En fait, tu as mentionné la question de la fatigue du chirurgien, la difficulté, etc. Est-ce que vous arrivez aussi à avoir une idée de combien de temps on arrive à gagner en utilisant ces outils vis-à-vis de la chirurgie, disons, classique? Alors, il y a des études qui ont... nous, on n'a pas encore traité cette partie-là parce qu'on y est arrivé, mais il y a plein d'études qui montrent que le temps d'installation du système robotique va énormément augmenter. Donc, on augmente le temps de la chirurgie en mettant un dispositif comme ceci, ouais. Mais on améliore la précision et on diminue la charge cognitive. Donc, il y a une petite balance à faire, mais encore une fois, il y a... Le problème de la robotique en général, c'est qu'il y a, pour le patient, ça dépend des actes chirurgicaux, donc il y a des actes où la preuve est montrée que le robot ou l'assistance robotique par réalité augmentée ou autre améliore le geste en lui-même, mais il y a principalement d'autres chirurgies où ça n'a pas été montré. Par contre, pour le chirurgien, là, le confort est indéniable. Ouais. Mais pour les patients aussi, l'intervention peut être plus courte. En fait. On l'a vu sur la chirurgie de la base de langue, c'est clair, entre une ouverture de toute la mâchoire et rentrée par les orifices par la bouche, là c'est clair. Donc là, c'est un exemple type. Merci. Allez, on a le temps pour une autre question. Oui. C'est une question sur les calculs rénaux. Tu disais que le problème, c'était le battement cardiaque. Et du coup, je ne comprends pas l'intérêt de faire sur des cadavres qui, si je ne me trompe pas, il n'y a pas trop de battement cardiaque. C'est clair. Alors, sur le cadavre, je suis tout à fait d'accord avec toi par rapport au mouvement physiologique, mais on n'y est pas encore par rapport à ces compensations-là. Donc, sur les mouvements physiologiques, qu'est-ce qu'on a pris? On a pris les vidéos classiques de l'acte chirurgical, toutes les chirurgies qui sont passées avant, donc le calcul bouge. Donc, la validation qu'on a faite, c'est la validation logicielle. Alors, chose que je n'ai pas dit, donc le marquage CE, c'est le marquage uniquement du robot, du manipulateur. Il n'y a pas d'intelligence, c'est-à-dire mouvement-compensation. Ça n'a pas encore été certifié. Donc, sur le cadavre, on ne valide que la plateforme téléopérée sans intelligence dedans. Et dans la thèse, la partie scientifique, là, on a validé le travail de mouvement, compensation, estimation de ces mouvements-là. C'est vraiment deux choses différentes. Donc le robot maintenant est marqué CE, donc il peut être testé sur patient, mais sans cet algorithme-là. Et ensuite, il faudrait rajouter la certification de cet algorithme-là pour pouvoir le tester sur patient. C'est un module supplémentaire. Bien, merci. On va continuer.